Mesdames, messieurs et intelligence artificielle de passage, bienvenue dans votre rendez-vous où les neurones chauffent et les idées fusent. Aujourd'hui, on surfe sur la crête d'une vague technologique monumentale, GPT-5, entre émerveillement et déception. On compare les styles et les forces avec Claude Opus 4.1, on jette un œil au petit prodige open source Gemma 3N et on lève le voile sur AlphaGenome, le projet qui marie génétique et IA. Et enfin, nous ferons un détour par un sujet qui change la façon même de concevoir l'IA, les architectures MOE, ces systèmes d'experts qui travaillent main dans la main, ou plutôt neurone dans neurone. Ah, GPT-5, le messie numérique pour certains, le dernier gadget hors de prix pour d'autres, on nous l'avait promis comme la grande révélation. Plus intelligent, plus créatif, plus tout. Alors que vaut vraiment ce nouveau prodige? Pour le savoir, j'ai envoyé Gontran là où les promesses marketing rencontrent la réalité du terrain. Et croyez-moi, il a vu des choses. Gontran, à toi de jouer. J'ai arpenté les couloirs feutrés de start-up et les bureaux surchargés d'équipes R&D pour comprendre ce que GPT-5 change concrètement. Dans les open space, certains parlent d'une révélation. Créativité accrue, meilleure compréhension contextuelle et surtout une capacité à structurer des textes longs qui séduit les rédacteurs techniques. Mais la médaille a son revers. Plusieurs responsables m'ont confié que, dans des tâches critiques, GPT-5 trébuche encore. Hallucination, contradiction subtile, réponse verbeuse, là où la concision est vitale. Une responsable projet m'a dit texto, Gontran, GPT-5, c'est comme un stagiaire génial, mais qui ment bien. Et puis il y a la fameuse créativité. Dans un hackathon, il a proposé une idée magnifique, sauf que le concept était techniquement irréalisable. Belle vitrine, mais fondations en carton. Bref, GPT-5 émerveille, GPT-5 agace. C'est un peu comme ce voisin qui vous dépanne toujours avec un sourire, mais qui repart avec votre perceuse et oublie de la rendre. Kaya, je crois que ton ami Domigeek va avoir du boulot pour expliquer pourquoi cette bête-là impressionne et énerve autant. Merci Gontran. Donc si je résume, GPT-5, c'est un peu le magicien de foire capable de vous sortir à latin du chapeau, mais parfois, il vous rend aussi votre montre en retard de 10 minutes. On l'admire, on râle, on l'applaudit, on le critique. Mais derrière les paillettes et les bugs, il y a une architecture bien réelle, un tas de choix techniques et des compromis qui expliquent tout ça. Et pour ça, il nous faut un esprit clair, froid, précis, et surtout, capable de parler d'activation sparse sans que tout le monde s'endorme. Domigeek, à toi de jouer, montre-nous ce qui se cache vraiment sous le capot de GPT-5. GPT-5, ce n'est pas simplement GPT 4.1, mais en plus gros, c'est surtout un changement d'équilibre dans son architecture. On est sur une hybridation dense et MOU, Mixture of Experts, beaucoup plus fine, avec un routage dynamique par token. Concrètement, là où GPT 4.1 activait un nombre fixe d'experts sur chaque passage, GPT-5 sélectionne de manière adaptative seulement ceux qui sont pertinents pour le contexte et la tâche en cours. Résultat, moins de calculs inutiles, une meilleure spécialisation des blocs et, sur le papier, une cohérence contextuelle plus stable. Côté capacité, on n'est pas sur un gonflement massif du nombre de paramètres, mais sur une orchestration optimisée. La fenêtre de contexte native grimpe désormais à 400 000 tokens en entrée, avec une sortie pouvant atteindre 128 000 tokens. Pour gérer de telles longueurs, GPT-5 utilise un mécanisme de compression hiérarchique et de long contexte attention optimisé, ce qui permet de conserver les informations pertinentes à longue distance tout en limitant la latence. Sur les benchmarks type MMLU ou GSM 8K, il affiche des hausses nettes, en particulier sur le raisonnement structuré et la génération de code. Mais les limites observées par Gontran sont logiques. En optimisant la vitesse et la consommation, OpenAI a fait le choix de lisser certaines réponses, quitte à perdre en précision extrême sur des cas très pointus. Côté entraînement, tout laisse penser à un multistage training. D'abord un pré-entraînement sur un corpus massif et relativement brut, suivi d'un affinement sur un jeu plus réduit et hautement vérifié, combiné à un RLHF intensif et du self-training supervisé par un modèle juge externe. En résumé, GPT-5, c'est une Formule 1 avec un moteur plus intelligent que puissant, mais qui, parfois, prend encore un virage un peu large. Merci Domigeek. Donc, GPT-5, ce n'est ni un dieu numérique, ni un stagiaire maladroit, c'est plutôt un athlète surentraîné qui brille sur piste, mais qui peut encore se prendre les pieds dans ses lacets. Et s'il y a bien un adversaire qui aime jouer la carte de la précision millimétrée, c'est Claude Opus 4.1. Plus posé, plus littéraire, parfois plus fiable, mais est-ce suffisant pour détrôner GPT-5? Gontran est allé voir comment les utilisateurs vivent ce duel au quotidien. Gontran, à toi. Ah, Claude Opus 4.1. On le présente comme le gentleman des modèles d'IA, poli,
précis et avec une plume élégante. Chez un éditeur de contenu juridique, on m'a montré des comparatifs. GPT-5 donne des réponses impressionnantes, mais parfois un peu créatives. Comprenez, il invente un article de loi qui n'existe pas. Claude, lui, cite le bon article, avec la référence exacte, et vous ajoute même la jurisprudence en prime. On sent le modèle qui aime vérifier ses sources avant d'ouvrir la bouche. Dans une agence de communication, une rédactrice m'a dit « Claude, c'est notre styliste. Il prend nos idées brutes et les transforme en textes fluides et naturels. GPT-5, lui, c'est l'artiste. Parfois génial, parfois complètement à côté de la plaque. Mais attention, Claude n'est pas sans défaut. Dans un hackathon, il a refusé de répondre à une question technique jugée trop sensible par son filtre interne. Résultat, l'équipe a perdu un temps fou à contourner la censure pour obtenir la même info via GPT-5. Et puis il y a la vitesse. Sur des prompts courts, Claude est vif. Mais sur de longues analyses avec beaucoup de contexte, il prend parfois son temps, comme s'il relisait 3 fois sa copie avant de vous la rendre. Bref, Claude Opus 4.1 et GPT-5, c'est un peu comme comparer un chirurgien méticuleux à un chef étoilé qui improvise. Le premier ne prend pas de risques inutiles. Le second vous surprend, pour le meilleur et pour le pire. Kaya, je crois que DomiGeek va pouvoir nous dire si cette impression se vérifie sous le capot. Merci Gontran. Donc si je comprends bien, on n'est pas dans un match de boxe où l'un finit KO, mais plutôt dans un duel d'échecs serré. GPT-5 avance vite et couvre beaucoup de terrain, Claude avance lentement, mais ne rate jamais sa pièce. On parle d'un marathonien contre un horloger, d'un explorateur qui traverse des continents contre un artisan qui polie chaque détail. 2 philosophies, 2 approches, et pourtant, sur les chiffres, ils sont presque nez à nez. Alors pourquoi ces 2 modèles, avec des scores quasi identiques, donnent des expériences si différentes? Pour ça, il nous faut un démontage en règle, version microprocesseur et diagramme. DomiGeek, ouvre-nous le capot. Si on ouvre le capot, on découvre 2 philosophies qui se croisent, mais ne se copient pas. GPT-5, c'est une architecture hybride, dense, BMOE, avec un routage dynamique très agressif. Sa profondeur d'empilement de couches, son contexte Windows de 400 000 tokens lui permettent d'absorber des projets entiers, code, documentation, tickets Jira, et de garder le fil sur des sessions qui durent des heures. Il a été optimisé pour naviguer dans de grands espaces d'information avec un système de compression hiérarchique qui ne jette rien d'important, même loin dans l'historique. Claude Opus 4.1, lui, joue sur une densité plus classique, mais avec des blocs extrêmement calibrés. Pas de contexte monstrueux comme GPT-5, 200 000 tokens seulement, mais une capacité à relire, vérifier et valider chaque étape avant de passer à la suivante. C'est ce qui explique son côté chirurgien. Il prend moins d'espace mémoire, mais il l'exploite avec une rigueur presque maniaque. Côté code, il y a un côté à ça, les deux sont redoutables, mais pas dans la même énergie. GPT-5, c'est le full stack développeur qui saute d'un langage à l'autre, refactorise des centaines de fichiers, génère des tests unitaires et propose même des architectures complètes. Il excelle dans le code at scale, où la vitesse et la couverture priment. Claude Opus 4.1, lui, c'est l'artisan du clean code, indentation impeccable, variable bien nommée, fonction limpide. Il brille dans le code critique, là où chaque caractère compte. Et puis il y a le vibe coding. GPT-5 a un style expansif. Il explore, tente des approches originales, même au risque de se planter, un peu comme un hackathon permanent. Claude, lui, a un style introspectif. Il avance par blocs solides, comme un architecte qui préfère consolider chaque étage avant de construire le suivant. Techniquement, ils sont proches sur les chiffres, 74,9% pour GPT-5 et 74,5% pour Claude sur SWI Bench Verified. Mais ce sont leurs manières de coder qui les différencient. GPT-5, c'est l'explorateur, Claude, c'est le perfectionniste. Choisir entre les deux, c'est choisir entre la vitesse de déploiement et la sérénité de la maintenance. Merci DomiGeek. On dirait que GPT-5 et Claude Opus 4.1 sont comme 2 grands chefs. L'un vous sert un banquet complet en un temps record, l'autre vous prépare un plat d'orfèvre qu'il a goûté 6 fois avant de vous le poser devant. Dans les 2 cas, on mange bien, mais pas de la même façon. Alors après ces titans propriétaires, passons à un outsider qui joue une toute autre carte. Gemma 3N. Pas de gros budget marketing, pas de tour de verre à San Francisco, mais un moteur open source qui fait déjà trembler certains géants. Gontran est allé voir comment, avec un simple serveur maison, des développeurs arrivent à le faire tenir tête au mastodonte. Et apparemment, il y a eu quelques surprises. Je vous préviens, ça, c'est pas la Silicon Valley avec ses buildings en verre. C'est un local de 3 prises électriques
et un frigo qui fait plus de bruit qu'un serveur rack. Et pourtant, Gemma 3N tourne ici, sur un vieux portable qui ne dépasse pas 2 Go de RAM. J'ai vu un développeur lancer le modèle directement depuis un Raspberry Pi pour analyser des photos et générer du texte, sans connexion Internet. C'est fluide, rapide et surtout, personne n'espionnait la requête à l'autre bout du globe. La confidentialité, ici, c'est du concret. Techniquement, le secret, c'est une architecture pensée pour le matériel modeste. Matformer, Pair Layer Embedding. En clair, il ne charge que ce qui est vraiment nécessaire. Résultat, latence minimale, consommation ridicule. Dans un atelier d'artistes, j'ai vu Gemma 3N générer des légendes automatiques pour des images et même analyser un petit clip vidéo, le tout hors ligne. Pas besoin de GPU à plusieurs milliers d'euros. Les retours? Enthousiastes. Pas parce que c'est l'IA la plus intelligente du monde. Non, ici, on aime Gemma 3N parce qu'il est accessible, open source, et qu'on peut l'adapter sans attendre l'autorisation d'une multinationale. Alors, c'est sûr, avec ses 32 000 tokens de contexte, il ne vous tiendra pas une conversation fleuve de 400 000 tokens comme GPT-5. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le but. Gemma 3N, c'est l'outil de terrain, celui qu'on peut emmener partout, même là où le Wi-Fi n'ose pas aller. Kaya, je crois que DomiGeek va adorer expliquer pourquoi ce petit moteur fait trembler des géants. Merci Gontran. Donc si je comprends bien, Gemma 3N, c'est un peu le couteau suisse du coin de la rue, pas très grand, pas très clinquant, mais il coupe tout, partout, et sans avoir besoin d'une rallonge de 3 km. On parle quand même d'un modèle multimodal qui tourne sur une vieille machine à 2 Go de RAM, qui analyse images, texte, audio, vidéo, et qui le fait sans qu'un serveur à l'autre bout du monde garde une copie de votre vie privée. Ça paraît presque magique. Mais c'est surtout une question d'architecture. Et pour décortiquer ça, il nous faut quelqu'un qui aime mettre les mains dans le cambouis du Matformer et du Pair Layer Embedding. DomiGeek, montre-nous pourquoi ce petit bijou open source réussit là où certains mastodontes transpirent. Gemma 3N est un très bon exemple de ce que j'appelle une optimisation from scratch. Ici, le but n'était pas de battre des records de QI artificiel, mais de produire un modèle complet, multimodal et capable de tourner là où personne ne pensait mettre un LLM. L'architecture repose sur 2 choix clés, le Matformer et le Pair Layer Embedding, PLE. Matformer, c'est une variante transformer qui permet de traiter les tokens en adaptant dynamiquement la structure interne, évitant de charger des blocs inutiles pour la tâche en cours. PLE, au lieu de charger un énorme embedding unique pour tous les tokens, on ne garde en mémoire que les représentations des couches vraiment utilisées, là où un modèle classique aurait besoin de 10 fois plus. 2 variantes sont disponibles, E2B, Broma 2 milliards de paramètres actifs pour la légèreté maximale, E4B pour un compromis puissance autonomie. Côté multimodalité, Gemma 3N gère le texte, l'image, l'audio et la vidéo nativement, mais optimise chaque mode pour limiter le poids mémoire. Par exemple, en vision, les couches convolutives sont fusionnées avec des embeddings spécifiques, ce qui réduit le nombre d'appels mémoire par image. En usage réel, ça veut dire qu'on peut faire tourner Gemma 3N sur un Raspberry Pi 5, analyser des images, légender une vidéo ou transcrire un court extrait audio, le tout hors ligne. La fenêtre de contexte est de 32 000 tokens. Ce n'est pas énorme face à des monstres comme GPT-5, mais sur le terrain, c'est largement suffisant pour des workflows courts à moyen. Enfin, un point que j'adore, tout est open source avec une licence qui autorise un usage commercial. Résultat, les développeurs peuvent intégrer Gemma 3 dans leurs produits sans craindre un verrouillage ou un changement brutal de conditions d'utilisation. En résumé, Gemma 3N n'essaie pas de rivaliser avec GPT-5 ou Claude sur la puissance brute. Il joue une autre partie, celle de l'IA embarquée, rapide, libre et adaptée aux ressources limitées. Et sur ce terrain, il est déjà très difficile à battre. Merci DomiGeek. On dirait que Gemma 3N, c'est un peu le punk de l'IA, petit, rapide, libre, et qui se fiche complètement de savoir si son code tourne sur un supercalculateur ou sur un vieux portable de récup. Mais quitte à rester dans les esprits rebelles, passons à un projet qui joue dans une toute autre cour, AlphaGenome. Ici, on ne parle plus d'assistant virtuel ou d'IA de bureau, mais d'un modèle qui plonge directement dans les séquences ADN, qui les lit, les compare et parfois prédit leur rôle. Gontran est allé voir ce que ça donne quand l'intelligence artificielle se mêle de notre code biologique. Et croyez-moi, c'est fascinant et un peu vertigineux. Gontran, c'est à toi. J'ai mis les pieds dans un endroit où on ne sent pas l'odeur du café, mais celle des solvants et de l'azote liquide. Bienvenue dans le laboratoire où AlphaGenome s'attaque à notre code le plus intime, l'ADN. Ici, pas de chatbot qui vous écrit des poèmes.
AlphaGénome lit jusqu'à 1 million de paires de bases d'ADN d'un seul coup et vous raconte ce qui se passe, base par base. Et il ne se contente pas de lire. Il prédit comment chaque variation pourrait influencer l'expression d'un gène, l'accessibilité de la chromatine ou même la forme 3D du génome. Les chercheurs m'ont montré comment il combine des ensembles de données comme ENCODE, GTX ou Phantom 5 pour couvrir une variété impressionnante de tissus et de types cellulaires. Résultat, en une seule passe, il peut estimer des milliers de propriétés moléculaires à partir d'une séquence brute. Et ce n'est pas juste un jouet pour biologistes. Sur 22 à 26 tests de référence, AlphaGénome égale ou dépasse les meilleurs modèles déjà utilisés dans le domaine. Dans une salle, un généticien m'a confié « Avant, on passait des mois à vérifier l'impact d'un variant génétique. Aujourd'hui, on commence par demander à AlphaGénome et on ne teste en labo que ce qui vaut vraiment la peine. Bref, c'est une IA qui ne devine pas ce que vous voulez manger demain midi, mais qui pourrait aider à prédire si une mutation anodine aujourd'hui pourrait poser un problème demain. Kaya, je crois que DomiGeek va vouloir disséquer ce modèle, couche par couche. Donc si je résume, AlphaGénome, c'est un peu comme un bibliothécaire obsessionnel qui a mémorisé chaque lettre d'un million de pages et qui peut vous dire comment une seule faute de frappe pourrait changer la fin de l'histoire. Et là, on ne parle pas de science-fiction. Il lit, il prédit et il classe tout ça avec une précision qui ferait rougir un généticien. Mais pour comprendre comment un modèle arrive à prédire la forme 3D d'un morceau de génome ou à deviner l'effet d'un variant sur une protéine, il faut qu'on ouvre le moteur. DomiGeek, c'est ton terrain de jeu. AlphaGénome, c'est un modèle pensé spécifiquement pour la lecture et l'interprétation de l'ADN et pas seulement les gènes codants. Là où beaucoup d'outils se concentrent sur 1 à 2% du génome, lui va jusqu'aux régions dites non codants. La fameuse matière noire du génome, capacité d'entrée, peut traiter jusqu'à 1 million de paires de bases en une seule passe. Techniquement, c'est possible grâce à une architecture de type long sequence transformer avec des mécanismes d'attention hiérarchique et glissante. Ça permet de garder une vision d'ensemble tout en zoomant sur des détails locaux. Multitâche moléculaire, dans un seul modèle, il prédit des milliers de propriétés, expression génique, épissage de l'ARN, accessibilité de la chromatine, site de liaison de protéines et même l'architecture tridimensionnelle du génome. Pour ça, il combine des sorties spécialisées, têtes d'attention distinctes, optimisées pour chaque type de prédiction. Données d'entraînement, un mélange de jeux de données publiques et massifs comme ENCODE, GTX, Phantom 5 et 4D et Nucleome. L'important, c'est la diversité, cellules, tissus, contexte biologique qui rend le modèle robuste aux variations interindividuelles. Performance sur 22 à 26 benchmarks de prédiction d'impact de variants. AlphaGénome égale ou surpasse les meilleurs modèles spécialisés existants. Là où il marque des points, c'est sur les variantes rares ou inédites pour lesquelles il sait extrapoler des effets probables. Utilisation pratique, il est accessible via une API pour la recherche avec des limitations pour éviter les usages commerciaux ou éthiquement discutables. Et comme tout modèle prédisant sur la santé humaine, il est conçu comme un outil d'aide à la décision, pas comme un verdict médical. En résumé, AlphaGénome, c'est un modèle de séquençage profond du vivant qui combine un regard panoramique sur le génome et une capacité chirurgicale à examiner une mutation unique, une architecture dense, spécialisée et parfaitement calibrée pour transformer des milliards de lettres en hypothèses scientifiques exploitables. Merci DomiGeek. Donc AlphaGénome, c'est un peu comme si on avait offert un microscope électronique à un modèle d'IA et qu'il s'en servait pour inspecter chaque lettre de notre code biologique, tout en devinant comment elles interagissent dans l'ensemble du livre. On est loin des chatbots de bureau. Ici, on parle de sciences lourdes, de prédictions moléculaires et de décisions qui peuvent changer la manière dont on comprend et soigne le vivant. Aujourd'hui, on connaît tous le principe du mixture of experts. Plusieurs cerveaux spécialisés, un chef d'orchestre qui choisit qui joue, et tout le monde applaudit les gains de vitesse et d'efficacité. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette architecture est en pleine mutation. On parle de nouvelles méthodes pour que les experts ne se ressemblent pas tous comme des clones, de routage qui comprennent enfin la différence entre un mot et un pixel, de mots capables de tourner à l'échelle industrielle sur des milliers de GPU, ou encore d'approches qui réduisent la mémoire de 68% sans vraiment sacrifier la précision. Bref, ce n'est plus juste une idée brillante, c'est un chantier bouillonnant d'innovation, où chaque labo essaie de repousser la limite de ce qu'un mot peut faire. Et pour voir ce que ça donne hors des papiers de recherche, Gontran est allé fouiner là où ces architectures prennent vie et parfois changent radicalement de forme.
Gontran, à toi. Alors, on croit connaître les mots. On s'imagine déjà la salle remplie d'experts, chacun spécialisé, et un chef qui choisit qui bosse. Mais ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est que la salle de réunion est en train de changer de fond en comble. Dans un centre de recherche, on m'a parlé d'Evomoe, une technique qui évite que tous les experts se mettent à penser pareil. Au lieu de les former tous en même temps, on commence avec un seul. Puis on en fait naître de nouveaux petit à petit. Résultat, des profils plus variés et un routage qui sait faire la différence entre un mot et un pixel. Plus loin, j'ai croisé l'équipe derrière Mofeu. Eux, leur idée, c'est de geler certains experts et de n'entraîner que ce qui compte vraiment. Moins de calculs, moins de coûts, et pourtant, des performances qui tiennent la route. Dans un autre labo, j'ai eu droit à une démo de FlameMoE, une plateforme open source où on peut voir, en direct, comment les experts se spécialisent dès les premières itérations. Pas de magie noire, tout est traçable, tout est reproductible. Et puis, il y a les gros bras. Avec Megascale MoE, on m'a montré comment on entraîne un MoE de plusieurs centaines de milliards de paramètres sur plus de 1000 GPU en chevauchant calcul et communication pour éviter de perdre une milliseconde. Enfin, j'ai vu des approches presque minimalistes, comme MoEMLA ROP, qui réduit la mémoire de près de 70% et triple la vitesse d'inférence, en jonglant entre micro-experts fixes et dynamiques. Bref, les MoE ne se contentent plus d'être sparses. Ils apprennent à être malins, économes, modulaires, et, je dois dire, sacrément inventifs. Kaya, je te rends la main avant que je finisse par postuler moi-même comme expert. Merci Gontran. Donc, si je comprends bien, les MoE sont en train de passer du simple concept d'équipe spécialisée à une sorte de ville vivante où de nouveaux experts naissent, d'autres prennent leur retraite et certains apprennent même à travailler en binôme sans se marcher sur les pieds. On parle de diversité forcée pour éviter les clones, de stratégie d'entraînement qui économise chaque calcul et même de chirurgie en pleine séance pour réduire la mémoire et booster la vitesse. Mais toutes ces jolies images, ça reste de la poésie tant qu'on n'a pas ouvert le plan technique. Et c'est là que DomiGeek entre en scène, prêt à nous montrer comment ces mutations changent vraiment la mécanique interne des MoE. Les Mixture of Experts évoluent vite, et pas seulement sur le papier. On assiste à une réingénierie profonde de l'architecture sparse. Evomoe introduit une progressive expert initialisation. On démarre avec un seul expert entraînable, et au fil des itérations, on dérive de nouveaux experts par duplication partielle et divergence contrôlée des poids. Cela évite le mode collapse, où tous les experts convergent vers les mêmes fonctions. Le gating est token aware, implémenté via un hyperréseau qui calcule les poids de routage à partir d'un encodage modal, par exemple un vecteur indicateur image-texte injecté dans la clé d'attention du routeur. MoFE applique une approche freeze and fine-tune ciblée. Les couches FFN de certains experts sont gelées après pré-entraînement et seul un sous-ensemble reste actif pour le fine-tuning, parfois enrichi via PEFT, LoRa, DORA au niveau des couches gelées. Cela réduit drastiquement le nombre de paramètres optimisés, donc les flops et la consommation VRAM, tout en conservant une base stable. Flemme MoE est surtout une percée méthodologique, top 8 gating, 2 experts partagés et instrumentation complète du routage. Les métriques montrent une spécialisation rapide, entropie de distribution des experts en baisse continue dès le premier quart d'entraînement et stabilité du routage atteinte bien avant la convergence du loss global. Cette observation est cruciale pour comprendre à quel moment figer le routage pour économiser du calcul. Megascale MoE que pousse la scalabilité, parallélisme hiérarchique, pipeline Plutz, Tensor, plus expert parallélisme, overlap de calcul 3 communication, compression dynamique des transferts inter-GPU, 8 bits adaptatifs et load-aware token sharding. MoLAE, Mixture of Latent Space Expert, introduit une factorisation. Toutes les entrées passent d'abord par une projection partagée dans un espace latent réduit, typiquement un 8 de la dimension du modèle dense, puis chaque expert applique sa transformation spécifique dans cet espace réduit avant reprojection. On divise ainsi la complexité en OKD2 au lieu de OKD2. Drop-up cycling corrige le problème de knowledge inertia lors du passage d'un dense pré-entraîné à un MoE. Au lieu de répliquer un bloc dense sur tous les experts, ce qui copie ses biais, on réinitialise partiellement certaines couches, typiquement la moitié des FFN, pour stimuler la spécialisation. Les résultats montrent une meilleure expert entropie et un gain sur tâche
spécialisé sans perte sur les tâches générales. Enfin, MOE MLA-ROP combine un routage multibranche MLA avec des embeddings rotatifs positionnels, 64 micro-experts, dont certains fixes, pattern experts et d'autres dynamiques. Le load balancing est intégré au LOS, couplé à un filtrage de gradient interbranche pour éviter la compétition destructrice. En résumé, on passe d'un MOE statique avec experts interchangeables à une architecture vivante, dynamique et hiérarchisée. Les innovations se concentrent sur 3 axes: diversification, Evo MOE, drop upcycling, optimisation computationnelle, MOFE, MOLAU, MOE MLA-ROP, scalabilité extrême, Megascale MOE, Flame MOE. Ce sont ces mutations qui transforment le MOE en un socle prêt pour les LLM et modèles multimodaux de prochaine génération. Alors, qu'est-ce qu'on retient de notre tour d'horizon? GPT-5, l'athlète endurant qui impressionne autant qu'il divise. Claude Opus 4.1, le chirurgien textuel qui soigne chaque mot. Gemma 3N, le petit rebelle open source qui se fiche des data centers. Alpha Genome, le microscope à intelligence artificielle qui scrute notre code biologique base par base. Et enfin, les MOE, ces architectures autrefois simples et sparses, aujourd'hui en pleine mutation vers des systèmes vivants, dynamiques et redoutablement efficaces. C'est ça l'IA en 2025. Pas une seule voie, mais une jungle d'approches, chacune taillée pour un terrain particulier. Dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, on va pousser plus loin. Plus qu'un tour d'actualité, ce sera une immersion. Une technologie choisie, démontée, analysée et testée jusqu'à voir si elle tient ses promesses ou si elle craque sous la pression. Ce sera l'épisode 2 de ma conception. Il ne faut surtout pas rater ça. En attendant, prenez soin de vos neurones et souvenez-vous, dans le monde de l'IA, ce n'est pas toujours le plus gros modèle qui gagne, mais celui qui sait s'adapter.